Apéro spécial rookie de l'année. Bien le bonjour, messieurs, dames. Comment ça va, Alexinator? Bien le bonjour, ça va comme un petit rookie. Ouais. Comme un petit rookie qu'à la pêche. Exactement, vous connaissez ces grands classiques, installez-vous tranquillou chaque année sur votre chaîne YouTube préférée. Lorsqu'on se rapproche des fêtes de Noël, eh ben on fait un point sur les trophées, mon cher Alex. Exactement, c'est un moment que j'aime bien, moi. Parce Ouais. qu'on se projette dans des courses où on a quoi? On a 27... Combien on a de matchs de jouer? On est a entre pas 25 et 30 matchs joués. Hein, à Ouais, peu près, c'est hein. ça, tu vois. Donc on a un échantillon autour du tiers. C'est ça. Donc qui n'est absolument pas définitif, mais qui est quand même très cool pour dessiner certaines tendances. Exactement. Et tous les ans, c'est assez intéressant de voir que nos tendances sont bien évidemment objectives et proches de la réalité, mais qu'il y a toujours un mec ou deux, tu sais, qui fait une deuxième partie de saison de fou furieux. Tu sais? Exactement, c'est très important de le mentionner et justement magnifique pas décisive. Attention, on va faire un point sur la course au rookie de l'année. Rien n'est arrêté, très loin de là. Il y a 2 ans, Evan Mobley et Franz Wagner, ça va se passer entre eux. Allez, Scotty Barnes, et hop là, Ah, c'est clair, au exactement, finish. très bon exemple. Merci, au revoir, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. Alors l'année dernière, c'était un peu plus compliqué puisque Paolo Banchero, il a fait c'est moi au début et c'est moi à la fin. Ah oui, ah bah ça c'est clair. Ça Ah bah arrive. lui, Banchero, c'est vrai que sur le rookie, t'as raison. Y a pas eu L'année trop dernière, il a pas trop laissé de place aux autres. Non, on a beaucoup à apprécier Jalen Williams et Walker Kessler pour ne citer que, mais donc cette année, on fait un point au bout, comme l'a dit Alex, d'un gros tiers de compétition. Vous, on vous attend évidemment avec vos avis, parce que ça veut dire quoi si on fait une course au rookie? Est-ce que ça veut dire, si je dis pas de bêtises, qu'on va avoir d'autres trophées sur lesquels on va faire des points dans les prochains jours, Alex? Ah bah si je compte bien, il y a 6 trophées. Hein. Il y Ouais. a 6 trophées à décerner. Donc on va s'y pencher, on va aller regarder les stats avancées surtout. Et puis bon, vite fait, comme on regarde un match ou deux, on aura un avis quoi. En gros c'est ça quoi. Un match ou deux ou un match sur deux? Un match sur deux, pardon, excusez-moi. Ça dépend. Ça fait bien, beaucoup. mais Et un match sur deux sur une saison régulière de NBA, tu sais que c'est des heures de visionnage. C'est mon ratio. Évidemment, installez-vous tranquillou. On sait que sur la cuvée de rookie, c'est toujours hyper intéressant de voir ce qui se passe. Alors, il y en a plein qui débarquent déjà dans les commentaires en train de nous dire c'est une bataille à deux. On va voir, on va y discuter évidemment de cette magnifique match-up entre Wemby et Chetty du côté de OKC. Ah bon C'est une Ouais. bataille. Okay. Ah, oula. Alex a décidé que ce serait violent aujourd'hui, il a un avis très tranché. Ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir vous montrer plein de petites choses, avec notamment des statistiques. Regardez, on vous présentera tout à l'heure tout ce qui se passe autour de la draft 2023, avec un garçon de la draft précédente, monsieur Chet Holmgren, qui n'est pas dans cette cuvée-là. Et puis, parce que Léon, c'est un MVP qui vous a fait un décorum extraordinaire, eh bien, il y aura un petit podium, vous le voyez ici, avec Alex d'un côté et Billy de l'autre. C'est beau. Et on C'est donnera... Ah oui, c'est beau. Ah bah, c'est Léon, Ouais. ça la prod. Ouais, Je le c'est sais. magnifique. Et donc on terminera avec un petit podium, vous aussi, vous pourrez balancer votre podium, et on reviendra sur ces podiums justement en cours de saison pour se dire est-ce que c'était une tendance qui s'est confirmée ou est-ce que c'était n'importe quoi, c'était juste un mec qui était chaud pendant l'automne. C'est ça. Ça, c'est bon. Mais c'est-à-dire que c'est assez intéressant. Ou le rookie wall, le fameux, tu sais. C'est-à-dire que tu as des garçons dont on va parler aujourd'hui, on se dit, si ça se trouve, sur un malentendu, je le mets deuxième ou je sais pas quoi. Et en fait, le gars, il va finir 9e parce que à partir de fin janvier, il n'existe plus. Ça arrive. C'est comme ça arrive. Et il y a aussi, dans l'autre sens, et tu es pas prêt pour cette transition, des garçons qui démarrent pas forcément top, mais qui peuvent bien enchaîner, et sur Tout ce à fait. point... Et sur ce point, ces garçons Bam ont le plaisir de porter des chaussures de chez Puma. Oui. Petit Oui, point c'est un promo. Voilà, c'est un point sponsor. Oui, tout à fait. C'est l'heure du petit point promo avec nos potos de Puma qui sont là. Vous avez ici dans les mains la magnifique Scoot Anderson qui débarque pendant que Alex nous montre cette paire. Ouah, comment tu fais trop bien le mec qui monte la paire. Scoot T'as vu Anderson un peu qui est un athlète officiel de chez Puma. Regardez comme elle est belle. On est droit dans la lignée des autres garçons comme monsieur Lamelo Ball qui a sorti aussi des paires bien colorées. Si vous voulez plus d'infos, vous allez dans la Descro. La nouvelle paire de Scoot, elle débarque. C'est un garçon qui avait plein de hype au moment d'arriver en NBA. On va parler notamment de ses débuts. Mais en voilà un qu'on va surveiller très très fort sur la suite de cette saison parce que, attention, il peut lui aussi remonter dans la course. Ouais, des signatures choses de rookies, c'est pas non plus donné à tous les rookies, ça. C'est pas fréquent, je te confirme. Voilà, c'est ça, non mais c'est quand même important. Après, coloris très saillants, comme Puma aime bien, on connaît avec les chaussures, les MB02, MB03 de la Melo Ball. De la Melo, tout à fait. Des coloris Voilà. que tu aimes bien porter, je crois. Tous les coloris que tu préfères, toi. Ce sont mes couleurs, le rose et le vert, comme vous le constatez Exactement. d'ailleurs dans les vidéos, ce sont mes couleurs. Non, par contre, franchement, Par contre, bon c'est petit kiff sur le profil, et en plus c'est une basse un tout petit peu mid, et c'est typiquement le genre de chaussure que j'aime bien. J'aime pas quand ça monte trop, moi.
Voilà. Moi, j'avoue que j'aime bien les hautes, mais si vous aimez les basses, c'est trop bien. Et vous pouvez retrouver toutes les infos évidemment dans la Descro avec Monsieur Scoot Anderson, dont on va parler évidemment dans cet apéro, parce que Scoot, il a des choses à nous prouver. Voilà pour le petit point promo Puma. N'hésitez pas à aller checker tout ça. J'ai été complet ou il manquait d'autres choses? Vas-y, t'es complet. Moi, j'essaie de faire tenir la chaussure au bord de mon micro comme ça. Ah ouais, toi t'es comme ça. C'est pas la classe, ça? Si, c'est pas mal. Moi, j'avoue, j'ai trouvé un petit piédestal là comme ça. Là, bien intégré. C'est du gros travail. Bien évidemment, pour finir sur les autres petits points à mentionner, vous, on vous attend, comme j'ai dit au tout début dans les commentaires, parce que c'est une course qui passionne toujours. Tu sais, Alex, chaque année, on dit ouais, cette cuvée est extraordinaire, cette cuvée est incroyable. Là, j'allais te lancer dessus et on va faire donc évidemment des petites mentions de nos coups de cœur avant de faire le podium. C'est une cuvée où il y a quand même le sentiment d'avoir deux mastodontes très très hauts, en tout cas dans cette course rookie de l'année. Et ensuite, il y a quand même le sentiment d'avoir un gap assez conséquent entre les 7, 8, 10 très bons rookies et la suite. Il y en a qui sont un peu lents au démarrage, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, et avant même de parler de ça, moi j'ai même un autre truc que j'ai envie de mettre presque encore, parce que ça, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, ça me paraît extrêmement clair. Il y a un alien et une licorne, vous appelez ça comme vous voulez, quoi, voilà, tu vois, c'est un truc de fou, et on va voir comment ça se classe et tout, et je pense que ça peut faire des débats sans fin, mais surtout, c'est une all defensive cuvée. Ah, c'est beau. Pardon. Franchement, du coup, j'ai checké un peu. En fait, il y a d'autres drafts où on fait waouh, les défenseurs qu'il y avait, mais en fait, c'était pas dès leur saison de rookie. Là, en fait, il y a des rookies et il y en a plusieurs dans cette draft où défensivement, d'ailleurs, il y a un de mes coups de cœur évidemment de cette cuvée dedans, qui est peut-être que deux de mes coups de cœur d'ailleurs, c'est des mecs defensive first, pas forcément first team, mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais genre, bon. Wembanyama, Chet Holmgren, Osar Thompson, Bilal Koulibaly, Derek Lively. Tu sais que Derek Lively, Toumani Camara. Enfin bref, pardon, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui débarquent en mode athlète, tu sais, les athlètes d'aujourd'hui et tout, et qui sont portés sur la défense. Au-delà d'avoir les capacités, ils aiment ça. Je trouve ça vraiment cool à regarder. Et tu as bien raison de le souligner. Et il y en a en plus qui n'ont pas encore pu tout montrer. Jarras Walker, Tyler Hendricks, on n'a pas encore pu voir tout leur niveau. Mais pourtant, on va voir plus de Jarras Walker parce que pour l'instant... Bien sûr. Et puis Tyler Hendricks aussi, des garçons qui ont été draftés donc dans le top 10, dont une des qualités premières était cette capacité défensive de ouf. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir des garçons qui ont ces capacités. Ensuite, c'est un petit peu comme d'hab. J'ai envie de dire, quand on a vu des garçons, Alex, comme Isaac Okoro, Patrick Williams et d'autres qui avaient ces capacités-là d'entrée, à quel point ensuite, offensivement, tu arrives à monter? Est-ce que tu montes des promesses et ça va aller mieux, ou est-ce que juste tu restes à un plateau offensif et on va voir? Mais je suis d'accord, mais je trouve que, et je sais qu'évidemment, ou des fans des Bulls ou des fans des Cavs vont peut-être pas être d'accord avec ce que je vais dire maintenant, mais je pense qu'un garçon comme par exemple Osar Thompson, par exemple, au hasard, et Toumani aussi, très impressionnant, sont deux garçons qui, dès leur première année en NBA, tu les envoies sur de la grosse mission défensive, parce que c'est pas ce qui manque quand tu joues poste 2, 3, 4 en NBA. Tous les soirs, tu as une grosse mission. Voilà. Ils sont déjà, je trouve qu'il y a le côté athlétique, long et tout, mais je trouve qu'il y a déjà cette appétence pour la défense. C'est-à-dire que le gars, en fait... Tu pourrais dire, ouais, les stars, ils veulent marquer des paniers et tout. Eux, en fait, tu sens bien que ça a déjà bien capté le rôle défensif et l'impact que ça peut avoir sur une équipe. J'adore la mentalité de ces petits gars-là. Complètement. Donc évidemment, si vous aussi vous kiffez d'autres joueurs défensifs, n'hésitez pas à en parler. Il y en a plein là dans cette cuvée. Ce qu'on va faire, c'est comme d'hab, Alex. On va se faire un petit podium, mais avant ça, avant de faire le fameux 3-2-1 et ce gros débat qui existe, notamment sur le leader de la course au rookie. Alors pour certains, hashtag, il n'y a pas de débat. Mais tu le sais, on aime bien faire des petits coups de cœur et des espèces d'hommages à certains garçons qu'on a pu observer là sur les parquets. On se fait un petit ping-pong, t'en envoies un, j'en envoie un autre. Je te pose tout de suite la question et évidemment, je pose la question aux gens. C'est qui le rookie là, vraiment coup de cœur dont tu as envie de parler qui n'est pas forcément sur ton podium? Bah c'est l'homme de Saint-Cloud, Bilal Koulibaly. Oui évidemment. Monsieur. J'ai fait exprès de pas le citer là pour quand j'ai cité les mecs défensifs, j'ai cité Osar Thompson, j'ai cité Toumani Camara, tout ça. On appelle ça tourner autour du pot parce que s'il y a bien un garçon et je vais parler aussi des belles petites choses qu'il propose en attaque et tout. Oui, monsieur. Je veux dire, pourcentage à 3 points et tout. Enfin, il est assez propre, même si le volume n'est pas gros. On est bien d'accord. Ouais. Mais ce que montre, à quel âge? C'est 19 ans qu'il a, Bilal Koulibaly. C'est un des plus jeunes tout à fait de toute la draft. Il est né le 26 juillet 2004. Donc il a 19 ans. Il vient d'avoir 19.
je suis un énorme fan. Et oui, c'est vrai qu'aux Wizards, vu que c'est pas vraiment du basketball, qu'on est plus proche de... On est entre Benny Hill et le cirque Pinder. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais ce que montre Bilal Coulibaly, pour un gars qui vient de débarquer en NBA, que même l'année dernière, en début d'année, à Levallois, parce que c'est un ancien coéquipier évidemment de Victor Wembanyama, possible qu'on le cite dans cette vidéo, on va voir. Mais on le voit, même quand la saison dernière de championnat de France a démarré, on ne le voyait même pas forcément comme ça à la draft, si haut et tout. Oh, mais il était même pas dans l'équipe A à la base. Sa cote, oui, sa cote n'a fait que de monter au fur et à mesure de l'année. Et là, tu pourrais te dire, attends, il va arriver en NBA, ça va. Et là, en fait, sa cote, c'est pas qu'elle monte, c'est qu'elle explose. C'est-à-dire qu'à 19 ans, la polyvalence défensive, athlétique, ça, on n'avait pas trop de doute. Hein. Bilal Coulibaly, l'athlète, ça, personne n'est trop surpris, même si parfois, quand il va chercher des interceptions ou des comptes, tu dis, mais attends, ils font quelle taille déjà ces bras, tu sais? C'est assez impressionnant, la détente, la vitesse, l'agilité. Je suis toujours très admiratif de ces joueurs ultra athlétiques, mais moi, je trouve que l'intelligence défensive de Bilal Coulibaly, la façon dont il a de se placer, d'accepter les défis sur l'homme et tout, comment aujourd'hui son coach peut déjà l'envoyer en mode tu peux aller sur, tu vois Luka Doncic, tu vois qui c'est, ouais tu peux, premier rideau, enfin c'est et alors je te dis pas qu'il va museler des monstres offensifs comme ça, mais il est très gênant. Il est bien placé, il gère déjà assez bien ses fautes, il a tout du très très grand défenseur, et comme en plus il met 40% de ses 3 points, genre je crois qu'on a dit dans plein de vidéos tous les deux déjà, alors le 3&D qui met ses 3, qui est capable de museler en défense, de jouer poste 2, poste 3, pourquoi pas poste 4. Il est encore un peu léger peut-être Bilal pour les postes 4 et encore. Mais ouais, non, je suis hyper impressionné, je suis gros fan. Et Kenny Atkinson, qui est le nouvel assistant en équipe de France de Vincent Collet, franchement, do you hear me guys, on l'a notre poste 3. Il est là, en équipe de France. Hein, Bilal. Ouais. Il est parfaitement complémentaire à côté d'un Evan Fournier, Nando De Colo, enfin voilà, ou d'un Victor Wembanyama éventuellement, ou d'un... Enfin, en gros, si dans le front de cour de l'équipe de France demain, il y a Bilal Coulibaly, du Batum et Gobert, tu sais qu'il y a des fronts de courte en face. Non, ils vont être soudés. Donc, je suis extrêmement impressionné par les premiers mois de Bilal Coulibaly aux États-Unis en NBA. Je pense qu'il a un avenir de fou furieux. Tout à fait. De fou furieux. Je te suis totalement évidemment sur Bilal s'il passe sur cette vidéo éminemment et qui ont fait la bise, et bon courage chez les Washington Wizards et bientôt peut-être les North Virginia Wizards, hein, on suivra toute l'actualité vu qu'il y a du déménagement. Ils vont aller au bout, je pense qu'ils vont aller au bout du délire cette année. Ils sont au bout du déjà ils sont au bout du délire tout court là. Au bout de 2 mois si tu veux, ils sont tout au bout du délire. Mais c'est vrai que Bilal est assez impressionnant et moi aussi j'adore le regarder, quel que soit le match dans lequel il rentre, il y a une énergie positive qu'il apporte et il y a beaucoup plus que cet aspect juste d'athlète défenseur il avait un côté très brut, très pépite, rare, qui avait besoin de temps, en tout cas au moment de la draft. Et moi j'avais pu en parler notamment avec David Aldridge qui est quand même à Washington un gars très reconnu. Ça va, il connaît un peu le basket mine de rien. Tout à fait, mais il me posait la question de attends mais c'est quoi ce type de gars, et en fait ce qui est énorme avec Bilal c'est qu'en termes d'état d'esprit et d'approche, il a ce niveau de telle compétitivité que tu fais bien de le mentionner. Qu'il y ait un Luka Doncic par exemple qui débarque en ville ou qu'il y ait d'autres garçons, lui ça lui fait pas peur, et Bilal montre soir après soir en fait que quoi qu'il se passe, il va vouloir tenir le regard avec des gars, il va monter au poster. C'est qui a pris le jour là? C'est Paul Reed là qui a voulu contrer Bilal et qui a pris un poster sur la gueule. Il va jouer très fort jusqu'au bout, et en fait quand Bilal est sur le terrain, il se passe très souvent des très bonnes choses pour les terribles Washington Wizards, donc ça c'est hyper important. Et ce qui est pas donné à tous les rookies, et il l'a fait à l'âge de 19 piges uniquement, c'est qu'il n'y a pas un match sans que tu aies un vétéran qui dise franchement, il est relou petit. Il est relou, tout à fait. Et les vétérans de Washington disent c'est bon, il a compris, il a notre respect. Il a notre respect. Et ça, il y a des joueurs en NBA qui attendent des années avant d'obtenir ça. Lui, c'est bon. Kuzma en parle comme si c'était un mec vraiment genre, il n'arrête pas de le louer et ils s'entendent vachement bien, ça se voit publiquement et même sur le parquet. On a vu des déclarations de Giannis ou d'autres garçons d'autres adversaires qui disent non mais Bilal, le ciel est la limite. Force est de constater que Washington a peut-être fait un très très bon, excellent premier choix de draft avec son nouveau management. Est-ce que Bilal Coulibaly, lui, a eu de la chance? L'avenir nous le dira. Je veux dire par là avec les Wizards. Les Wizards ont eu de la chance. Est-ce que Bilal Coulibaly en a eu? S'il vous plaît, les Wizards, faites que ça soit le cas.
Bien sûr. S'il vous Je plaît. suis bien d'accord. J'enchaîne avec une petite pépite perso et tu me diras ce que t'en Vas-y. penses. On n'en parle pas beaucoup. Il n'est pas forcément très hype, mais c'est un gros coup de cœur personnel et notamment parce qu'on en parlait dans les 30 previews en 30 jours. Si vous regardez le Jazz, très bien. Si vous ne regardez pas le Jazz, monsieur Keyonte George, lors des 30 previews en 30 jours, on s'était posé la question autour de cette semaine de savoir ce qui allait se passer entre Jordan Clarkson, Colin Sexton et Keyonte George. Et je te disais notamment, je souhaite que Will Hardy regarde cette vidéo et titularise Keyonte George. La saison NBA a commencé et très très vite, Will Hardy a dit, bah tu sais quoi, vu la gueule de notre projet, on va donner la main à Keyonte George. Et toi et moi, Alex, on a souvent déconné parce que tu me disais, ouais, enfin, c'est pas vraiment un meneur. Et c'est vrai que c'est pas vraiment un meneur. C'est vrai, c'est un combo. Hein. C'est une un réalité. combo. Ce n'est pas un meneur. Mais force est de constater que quand tu le regardes jouer là, le niveau d'ajustement de ce garçon à un poste qui est pas facile, un des plus difficiles à devoir choper tout de suite quand tu es en NBA, il est meneur. Il essaye d'installer tout le monde. De Jordan Clarkson justement, à Lauri Markkanen, à d'autres garçons, à John Collins qui en parle vachement bien. Regardez Keyonte George sur le parquet. Il y a du money time parfois, il est très solide. On l'a envoyé avec parfois quand il a affronté les Suns au In-Season Tournament, il est rentré dans du Devin Booker sans problème. Il essaie de punir des Grayson Allen et des Kevin Durant sur des switches. Il a fait un carton l'autre jour contre OKC, alors que parfois il y a des situations, ça fait peur. Hein. Je veux dire, t'es défendu par Shai Gilgeous-Alexander et derrière t'as Chet Holmgren qui vient t'emmerder. Il a mis la trentaine. Enfin, je veux dire, moi il m'impressionne. Et j'avais peur, je pense comme toi, que ce soit un arrière qui soit incapable de s'ajuster à ce poste de meneur. Mais souvent, il me rappelle, et je lui souhaite, hein, les années très difficiles de Devin Booker à Phoenix, où en tant que carrière, on lui a donné du playmaking très tôt, pour que ça devienne un mec très très fort, balle en main, et pas juste un arrière-shooter. Et donc, juste pour finir, je valide. Et je te laisse évidemment me donner ton avis sur Keyonte George. Il y a quoi ? Il y a 10 points et 5 passes de moyenne à peu près. C'est pas non plus. Oui, je vais c'est remettre les ça. stats un peu. Non, mais c'est dans ces eaux-là. Il est là, Keyonte George. Il doit être boum ici. Hein, voilà, 10 points et 5 passes de moyenne. Mais je suis désolé. Hein, j'adore Colin Sexton et Jordan Clarkson. Le futur meneur du Jazz, c'est Keyonte George. Oui, c'est plus. Après, c'est le Jazz n'est pas l'équipe que j'ai le plus regardé cette saison, mais j'étais en train de me chercher les stats, mais là, oui, c'est ça. Tu vois, les pourcentages au tir sont une grosse marge de progression pour lui. Ah bah oui, bien sûr. Ça rentre Bien pas sûr. là quand même. Hein. Ouais. C'est chiant. Mais on lui demande de faire des trucs. Enfin, on lui a dit, ouais. t'es arrière. Eh bah écoute, t'es meneur. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu as comparé avec Booker, mais tu te rappelles pendant la preview, je te l'avais comparé avec Bradley Beal, et en fait, je confirme. Je trouve qu'il ressemble vraiment à Bradley Il y a Beal. du ça, hein, mais on lui souhaite. Hein. Non, il est Qui est vraiment un très solide. arrière qui peut tenir la balle, hein, Bradley Beal d'ailleurs. Hein. Complètement. Et d'ailleurs, ça s'est vu hein, dans son développement offensif. Alors, il avait John Wall à ses débuts, donc il avait un vrai meneur. Mais là, je trouve qu'en fait, je pense que tu les as vus. Il commence à y avoir des rumeurs sur est-ce que le Jazz va trader Markkanen. On en avait déconné tous les deux cet été autour de Portland. Ça va pas. Enfin, moi, j'aime pas du tout le début de saison du Jazz, mais c'est un autre sujet. C'est pas dans cet apéro. Je te confirme. Ils ont aussi des rumeurs sur John Collins et compagnie. Mais au milieu de toutes ces rumeurs, j'ai l'impression qu'il y a cette satisfaction de Keyonte George. Et ouais, je pense que sur la suite de cette saison, il va y avoir 2-3 soirs où certains vont faire putain, fuck, c'est qui lui en fait wow. Il est chiant. Il est propre. On s'est fait saouler par un mec qui a vraiment tout le bagage offensif. Moi, c'est un gros coup de cœur qui se confirme, Keyonte George. Est-ce que tu as un autre petit coup de cœur ou un garçon dont tu voulais parler ? C'est pas forcément un coup de cœur, hein, ça peut être aussi un coup de gueule. Ah, je n'ai pas. Non, j'ai pas vraiment de coup de gueule. Non, Ok. pas vraiment. J'ai cité tout à l'heure Osar Thompson et Toumani Camara. Ouais. Parce que, voilà, mais je viens de parler de Bilal. On pourrait dire des choses un peu similaires sur Osar Thompson par rapport à Bilal, sauf que Bilal, lui, le peu de tirs qu'il a, il les met. Enfin, il rentre à des bons pourcentages. Là où Osar Thompson, c'est extrêmement compliqué à la finition. Ouais. Mais Osar Thompson reste quand même un joueur que je vais surveiller vraiment fort sur les années à venir. Parce qu'en fait... Là, sur les derniers matchs, comme on a fait un apéro, tu sais, on a fait un magnifique apéro là il y a quelques jours pour parler de cette magnifique équipe des Spurs et de cette non moins magnifique équipe des Pistons. Ah, tu veux dire ce clash en live ? Et pour préparer cet apéro, j'avoue que j'ai pas mal regardé les Spurs depuis le début de saison. Donc ça, j'avais pas trop de retard à ce niveau-là, mais je me suis passé une bonne petite matinée à bouffer du replay, tu vois, pour
à faire des Pistons, revoir quelques bouts de match des Spurs et tout pour pouvoir parler de. Même quand tu veux parler et dire que c'est de la merde, faut quand même avoir un peu regardé, je trouve en tout cas. Et effectivement, Osar Thompson, ça rentre pas. Par contre, honnêtement, j'ai été choqué par sa polyvalence. Le mec contre, le mec intercepte, le mec est pas dégueulasse du tout à la création pour les autres, à la passe. Ouais. C'est un monstre au rebond. Et donc, je sais pas, on va voir. Est-ce qu'il est capable de nous faire progresser ce tir pour être un joueur qui met 15 points par match? Mais je maintiens la comparaison un peu dans la veine Sean Marion ou des gars comme ça. Il y a de ça en lui. Il sait tout faire et assez bien. Pareil, il y a le mental. Tout à l'heure, tu sais, tu parlais de mental, de mecs qui viennent pour la défense et tout. Lui, il rigole pas. Au bout de 3 jours, ils l'ont adoré. L'athlète est complètement hors norme. Donc, honnêtement, si j'étais fan des Pistons, que je suis un petit peu au fond, je ferais un petit vœu à chaque fois que c'est possible. Genre, donnez-moi un Osar Thompson, ne cesse qu'à 36-37% derrière l'arc. Et vous avez un putain de joueur. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas les stats, bouge pas. Il est à 47% au tir, il est à 14% à 3 points. Voilà, à 3 points, ça va pas du tout. Voilà. Après, il a un pourcentage au tir correct parce qu'il attaque assez bien le cercle. Bien sûr. Mais et puis des cuts backdoor dans tous les sens. Enfin, je veux dire, il a un jeu aussi sans ballon qui est hyper intéressant, moi je trouve, dans le marasme offensif de Détroit dont on a pas mal parlé. Lorsqu'il faut aller chercher des points faciles, il y va. Ouais. C'est une cible. Ouais. C'est une cible aérienne pour Cade et tout. Il y a eu des contre-attaques où parfois tu sens qu'il y a juste à la foutre en l'air et puis basta quoi. Bah ouais. Mais ouais. Hyper impressionnant. Je monte juste pour compléter ce que tu disais. Plus d'un contre et une interception déjà en 27 minutes de jeu. Donc en effet, le sky est la limite, mais c'est le shoot qui est la limite quoi. Bah, en fait, ce type de joueur, tant qu'il est dans une équipe comme ça dont le projet est quand même assez difficile à délimiter, on va pas se raconter d'histoire. Oui, facile. Bah, tu te dis faut qu'il progresse au tir. Si demain il veut pouvoir dire je suis le poste 3 titulaire d'une équipe sérieuse, défensivement, il n'y a pas de souci. Ouais. Polyvalence, il n'y a pas de souci. Mais si il doit être un peu une sorte de point faible en attaque parce que les types peuvent se permettre de ne pas respecter son tir, on sait que c'est un problème dans la NBA moderne en fait. On le sait. Donc elle est là sa marge. Osar Thompson, avec un pourcentage, je répète, à peu près correct à 3 points, c'est un titulaire dans une équipe très sérieuse. Très forte, ouais, bien sûr. Non, ça se voit, il a les bases. Sérieuse. Et d'ailleurs, son frère, Ayman, qui a été drafté une place plus haut à Houston, je ne sais pas ce que les parents ont bouffé, mais bon, leurs 2 enfants, là, ils viennent de Jupiter. C'est un peu n'importe quoi. On va croiser les doigts pour que... J'ai fait des jumeaux. Voilà, ils sont là, c'est les jumeaux, là. Mais ouais, tout à fait. Un peu de la zone 51, les frères Thompson. Mais c'est vrai qu'on lui souhaite à lui, à Amen, de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir bien contribuer chez des bons Rockets parce que lui aussi, il a des belles choses à montrer, Amen Thompson. Mais c'est vrai que c'est Osar qui crève l'écran là sur le début de saison. C'est assez énorme ce qu'il montre, tout à fait. Est-ce que tu as un autre coup de cœur à nous proposer ou on parle un peu d'autres joueurs avant de faire notre top 3? Comment ça se passe? Je fais une dernière petite mention parce que bon, c'est pas un coup de gueule, mais tu viens de parler de shoot à 3 points. Un des garçons que j'attendais le plus sur ce début de saison, c'était Jarras Walker du côté d'Indiana. Les Pacers sont hyper excitants, mais on l'a très bien vu. Indiana, d'ailleurs, j'en parlais avec des fans là récemment. On sait qu'au basket, il faut mettre plus de points que l'adversaire. Bon, eux, ils ont poussé le délire jusqu'au bout quand même. Indiana, faudra essayer de défendre un minimum. Jarras Walker, il avait été recruté pour ça, notamment. Et là, c'est difficile en fait pour Jarras Walker de faire son entrée en NBA parce que dans la rotation, il trouve pas énormément de place parce que Obi Toppin, c'est un très bon début de saison. Et donc, voilà, pour un pick 8 de draft, Jarras Walker, j'attends évidemment qu'il puisse avoir un petit peu de temps de jeu et de progression, surtout qu'il nous avait montré à la base qu'il est capable de shooter, Jarras Walker. Donc, c'est ça, juste cette espèce de 14% au tir que lui aussi il a à 3 points. Osar Thompson qui a 14% au tir à 3 points. Ni toi ni moi sommes vraiment étonnés parce qu'on savait que c'était un point faible. Jarras Walker qui a 14% à 3 points, celle-là, on va lui donner du temps, mais il y a un peu de déception. Non, juste rapide coup de cœur, j'applaudis, et on va reparler du Thunder dans cette vidéo, mais j'applaudis encore une fois les choix de Sam Presti et du Thunder parce que l'année dernière, il y a eu un coup de poker qui a été fait sur Cason Wallace, oui, on peut y aller, le Casson. Parce que l'année dernière, ils avaient fait des choix sur du Jalen Williams notamment, et puis aussi sur du Ousmane Dieng, mais là, Cason Wallace, dans le backcourt de OKC, qui est quand même bien chargé. Je savais pas du tout quelle allait être sa place.
enfin, je veux dire, au début de saison, on savait pas si Treman allait être encore dans la rotation, on savait pas si Cason Wallace allait lui passer dessus, s'il allait devoir passer par le OKC Blue, parce qu'on sait aussi qu'ils aiment bien envoyer des gars là-bas pour qu'ils reviennent ensuite. Tu déconnes, Cason Wallace, il est à 50% à 3 points, il défend bien, il a la tête sur les épaules, et dès qu'il prend un shoot, t'as l'impression que c'est le meilleur choix de sa life. Il ne force rien, et il a déjà 22 minutes par match, Cason Wallace. Il fait exactement ce qu'il faut, et alors que Chet Holmgren, on va en reparler, et c'est le rookie incroyable du Thunder, bah en fait, il y en a deux, quoi. Il y en a deux. L'année dernière, ils avaient Jalen et Jalen Williams, et là, ils nous font Cason Wallace et Chet Holmgren. J'adore ce que Cason Wallace apporte. C'est un mec qui va faire une carrière, on lui souhaite, hein, mais longue. Cason Wallace, c'est sûr, là. C'est bon, ça va défendre, il va prendre des shoots intelligents, et il va rentrer dans le collectif. Ça va être trop bien. C'est clair. Non, mais je suis d'accord. Ah ouais. Je suis d'accord. Il a un côté vraiment. C'est un excellent choix de la part du Thunder, c'est sûr. Encore un. Ouais. Il est non, super joueur. Alors, c'est vrai que c'est trop juste pour rentrer dans le top 3 quand même, faut pas déconner. Ah non. Mais parce qu'il y a d'autres joueurs qui vont scorer plus que lui et qui défendent pas forcément moins bien. Enfin, après, il y a plein de profils dans cette draft là dont on va parler. Mais ouais. Non, j'aime beaucoup aussi. Je comprends le coup de cœur. Qui fait le boulot. Tu voulais qu'on fasse quelques fire bullets avant d'entrer dans le podium ou je sais pas pas comment on fait. Est-ce que par exemple, genre, tiens, j'ai une question. Je sais pas, j'espère que ça va pas être un énorme spoiler. Est-ce que, au-delà de la sponsor Puma, est-ce que tu as mis Scoot Anderson sur ton podium? Non. Voilà. Et peut-être on peut s'intéresser à ce cas parce que c'est un cas hyper intéressant dans le sens où lui est dans le joueur attendu et qui pour l'instant on se dit bon et tout, même si là il vient de nous faire 2 matchs dans les défaites, Portland c'est compliqué et tout, mais il vient de faire 2 matchs un peu plus prometteurs que son début de saison, on va dire. Bien sûr. Mais par rapport au potentiel, c'est sûr qu'il y a de la déception en termes de résultats sur le terrain. Enfin, je veux dire, je sais pas comment tu... Si, on peut. T'as raison. Parlons de Scoot. En fait, il y a quelques mois, il y a même 2 ans, Jalen Suggs est arrivé, joueur totalement différent, mais Jalen Suggs est arrivé en NBA et il a vécu un des trucs les plus difficiles qui existent, comme Scoot Anderson le vit, c'est d'être dans une équipe qui est dans une situation globale très compliquée et en plus c'est sujet à blessure. Parce que Scoot Anderson, c'est pas comme s'il avait joué l'intégralité des matchs. Hein. Il en a déjà loupé quasi une dizaine. Donc, de base, tu rentres dans une franchise où il y a eu un transfert en cours d'automne et pas un petit transfert de n'importe quoi, tu vois. Enfin, je veux dire, ils ont eu vachement raison de prendre Malcolm Brogdon parce qu'il va pouvoir, et il le fait déjà, former des joueurs comme Scoot Anderson. Mais il est arrivé dans un groupe où les choses ne sont pas totalement établies. Tu vois, je veux dire, on a vu Anthony Simons débarquer très fort, puis il s'est blessé, donc on ne sait pas si les munitions sont pour Jeremy Grant, on les a vus ensuite pour Shaedon Sharpe, puis on s'est dit c'est pas mal avec DeAndre Ayton, puis ensuite il y a eu des déceptions autour de DeAndre Ayton, on a eu des belles surprises avec Toumani Camara, d'autres garçons. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de structure vraiment réelle du côté de Portland, il y a des équipes qui sont mauvaises mais qui ont des structures. Tu avais dit dans un récent apéro qu'on allait s'occuper de Chauncey Billups. Moi j'ai le sentiment à l'heure actuelle que Scoot Anderson, oui, il y a de la maladresse, oui, parfois, il semble perdu un petit peu sur le terrain, mais c'est pas comme s'il était dans un super environnement pour pouvoir se développer, tu vois. Ah bah absolument pas. Je pense que clairement, au fur et à mesure que la saison des Blazers va avancer, au-delà même des joueurs en eux-mêmes, on va se dire attends, Chauncey Billups, comment tu peux être aussi clutch pendant toute ta carrière et ne pas savoir gérer un money time en tant que coach à ce point? Non, franchement, c'est un truc de fou furieux. Et un peu dépassé, Chauncey, ouais. Ouais, et puis même les mises en place et tout. Enfin, après, il faudrait avoir l'avis des fans des Blazers qui doivent sûrement disséquer tout ça encore mieux que nous. Mais franchement, non, moi je pense qu'il n'est pas aidé. Il n'est pas le seul, Scoot Anderson. J'ai bien aimé là, les 2 matchs qui viennent de pondre. C'était contre le Jazz et c'était quoi juste avant? Les Clippers. Je montre ça tout de suite. Scoot Anderson, je pense qu'ils ont joué les Clippers récemment. Il a joué contre... Le Jazz, ça, je suis sûr. Ouais, Utah. Non, c'était Golden State. En fait, il y a eu Golden State, Dallas, les Clippers. Là, c'était Utah, pardon, et les Clippers, t'as raison. Utah, ouais, c'est ça. Et là, franchement, il a fait des bons matchs avec des vrais flashs de ce sur quoi on l'attend. Ouais. Maintenant, l'échantillon, pour le coup, de bons matchs est beaucoup trop court pour le rentrer dans un top 3. Donc, c'est le genre de joueur, ça me ferait vraiment chier qu'il n'arrive pas à décoller parce que je reste persuadé que le potentiel est fou. Ah ouais. Ah non, mais moi, en fait, je sais pas, c'est peut-être bizarre. Et pareil, l'avis des fans des Blazers ou même des gens qui sont autour de lui, je veux bien ou qu'ils le regardent, j'arrive pas à être inquiet pour Scoot Anderson. J'ai l'impression qu'il m'a montré des flashs, comme tu le dis si bien là, qui sont hyper intéressants. Match contre Utah aux Clippers et même un autre contre Utah qui était en prolongation quelques jours auparavant. Donc, il a montré qu'il était capable.
Athlétiquement, il n'y a rien à redire. Enfin, tu vois, je Non, dis, ça, athlétiquement, l'autre, attention. il va faire le Bien boulot. sûr. Donc en fait, il y a des interrogations réelles au niveau du shoot, mais celles, elles existaient déjà. Donc on ne sait pas encore sur quel range le mettre. Là, elles font flipper, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, Ah, elles ça font fait flipper. flipper. Bien sûr que ça fait flipper. Mais je peux pas m'empêcher de repenser à ces garçons qui sont parfois arrivés dans des situations vraiment compliquées. Et où parfois ça s'est terminé de manière dramatique. Jaïl Okafor, plein process, merci, au revoir. C'est un numéro 2 de draft, Jaïl Okafor, je crois, et ça va pas du tout, parce qu'il arrive dans un endroit qui est complètement dysfonctionnel. Ouais. Je souhaite à Scoot Anderson et aux jeunes de bien se développer, mais j'aimerais bien voir sur plusieurs matchs ce que Scoot Anderson, avec ce temps de jeu qu'on vient de voir là, 30-35 minutes, avec les munitions à côté, enfin Simon, Shannon Sharp, Jeremy Grant et compagnie, avec du vrai donc temps de jeu et des matchs qui s'accumulent, qu'est-ce que ça peut donner ? Je peux pas moi le juger là au bout de 15 matchs dans ce qui s'est passé du côté de Portland. C'est trop compliqué. Non, j'avoue, je comprends, je suis d'accord. Mais t'avais raison de le mentionner. C'est important de parler de Scoot Anderson parce que c'est quand même un top 3 de draft. Brandon Miller. Pour monter sur le podium en fin de saison, va falloir qu'il envoie du très sale Scoot là, sur le reste de la saison. Tout à fait. Brandon Miller, très rapidement, pareil, numéro 2 de draft. Défensivement, pas de problème. Pourquoi tu te marres ? Bah parce que ça me fait rire que tu balances le nom comme ça. Il y a des gens qui vont dire comment ça ? Pourquoi il le balance ? Il y a des gens pour qui il est top 3, Brandon Miller. Pas moi non plus. Je te suis là-dessus. Non. Si tu le cites là, c'est parce que je considère que je me dis que du coup tu l'as pas mis dans ton top 3, on est d'accord. Je te confirme maintenant droit face caméra que... Attends, il fait des bonnes choses. J'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit qu'il n'était pas dans mon podium. J'ai dit, je confirme face caméra que Brandon Miller n'est pas sur mon podium des rookies de l'année. Est-ce que ça veut dire que là il fait une mauvaise saison ? Pas du tout. Au contraire. Il a démarré hyper fort défensivement et a montré justement dans la continuité de ce que tu disais ce qu'il est capable de faire sur l'homme. Et là, l'attaque commence à venir. Petit à petit, c'est bien. Moi, je pense qu'en attaque, il a un potentiel. Chris Middleton, un peu là. Il y a eu de ça, il y a eu du Paul George qui a été comparé aussi parce qu'il est fort et qu'il porte le 24 de base. Donc, ce sont les comparaisons, mais Brandon Miller, c'est safe. C'est safe, ça shoot bien. C'est vrai que moi, j'ai limite été surpris par le côté défensif. En fait, je voudrais le voir dans un contexte un peu différent, plus souvent à côté de Lamelo pour voir comment ça fonctionne et tout. Là, l'autre, il est blessé, donc compliqué. Ouais. Mais ouais, non. Moi, en fait, tu l'as balancé comme ça le nom, mais moi, en fait, je me suis demandé si j'allais pas le mettre sur mon podium, pour être franc avec toi. J'entends. Je me suis vraiment demandé. Il était plus entre les places 7 et 10 qu'entre les places 1 et 5. Non, pas moi. Non, okay. Moi, c'était plus haut que ça. Ouais. Très bien. Justement, parlons de ce podium. Alors, vous l'avez ici, le podium. Il est très très simple. Vous avez un podium 3, 2, 1. On va faire comme d'hab, le 3 puis le 2 puis le 1. Avec un gros débat sur le 2 puis le 1, j'imagine. Parce que, Alex, ok, on peut faire durer le suspense comme on veut. En fait, il y a un 3 et puis après, il y a un débat. Ah oui, non, bien sûr. Non. Enfin, il y a un 3. Il y a peut-être un débat sur le 3. Ah oui, attends, il y a un débat sur le 3, mais je veux dire, la course, cette vidéo s'appelle la course au rookie de l'année. Non, la course au rookie de l'année concerne 2 personnes. La course, oui, non, bien sûr, ça je suis d'accord. C'est une course d'accord. Qui tu as mis toi en 3 ? En 3, j'ai mis Jaime Jaquez. Moi aussi. Ah ouais ? Ok. Ah bah je m'y attendais pas du... Ah bah d'accord, ok. Pourquoi tu mettais qui ? Bah moi j'ai hésité, tu vois, j'avais Brandon Miller, j'avais Derek Lively, j'avais des garçons comme ça extrêmement sérieux. Je trouve Derek Lively, moi pendant longtemps je me suis demandé, c'était pas mon 3. Il m'impressionne Derek Lively, moi. J'entends, et on pourra peut-être en reparler, mais non, j'ai Jaime Jaquez, et tu vois, justement, par rapport à ce que tu mentionnais de Brandon Miller, moi j'avoue que quand je vois les débuts qui sont proposés par d'autres garçons, Derek Lively rentre dans cette discussion-là. Il y a d'autres garçons aussi, comme je viens de parler de Keyonte George, dont on ne parle pas assez, qui est aussi hyper intéressant dans ces minutes, mais parlons de Jaime, parlons d'Aimé Jacquet. Jaime Jaquez, moi alors découvert, je n'avais même pas trop bien observé lui avant sa draft et tout, moi j'avoue. Pourtant, il a découvert bien longtemps en NCA. Mais j'ai découvert ce mec en NBA, moi, il a 22 ans, c'est pas un jeune rookie. Mais alors, qu'est-ce que j'adore ce genre de joueur. Ça a marché, ça. En plus, honnêtement, on parle de lui là dans la course au rookie. Moi, je dis, il sera pas, je pense pas sur mon podium, mais il y a une autre course dans laquelle il est largement citable, ça s'appelle le 6e homme de l'année. Qu'est-ce que c'est du bonheur d'avoir ça sur ton banc. Ah oui, bien sûr. Mais quel hit culture, bon c'est bon. Il a la hit culture. Ah ouais, alors lui, c'est sûr qu'ils se sont pas trompés, le hit. Ils ont pris un mec qui était déjà dans leur culture, dans leur délire. En plus, ils ont pris un mec où on a souvent dit, oui, le spacing du hit et tout. Bon, bah là, Jaime Jaquez, tu laisses pas trop shooter quand même. Non, il est déjà à 40%. D'accord. Pour 103 points. Ouais. J'aime bien sa combativité. C'est le bon joueur à la hit qui lâche pas et qui du coup forcément vient te gratter un petit peu de rebond et tout.
J'aime bien ce qu'il est capable de proposer quand il pose un dribble ou deux et qu'il va créer, mine de rien. Joueur intelligent, pas trop de fioritures, simple et tout, extrêmement bon rookie. Putain, quel joueur, c'est un bon joueur de basket ça. Non, il est énorme, Jaime Jaquez, je suis bien content que tu le mentionnes. Il a été là mentionné, d'ailleurs ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Vous le savez, chaque mois la NBA décerne des trophées de rookie du mois à l'Est et à l'Ouest. Bon, à l'Ouest il y a une belle bataille, comme on dit. Mais à l'Est, c'est pas que c'est un peu plus open bar, mais du coup Jaime Jaquez a été élu le rookie de l'Est en fait. Puisqu'avec le Heat ça s'est très bien passé, mais normal en fait. Et autant il y a d'autres garçons qui vont essayer de le taquiner, comme on l'a dit là, avec Brandon Miller et compagnie. Mais c'est vrai que là, le choix du Heat, et on les a vus historiquement, Tyler Herro, Bam Adebayo, Jaime Jaquez, c'est des gars qui sont pas dans le top 10 de la draft, mais ils ont l'ADN qu'il faut et qui plaît évidemment à Spoelstra, le staff et tout le management, et qui s'intègrent tout de suite. C'est-à-dire que la timeline du Heat, on la connaît. Ils sont compétitifs et ils vont viser le mois de mai et le mois de juin. Jaime Jaquez, on sait déjà là qu'en playoff, il n'aura pas peur. Enfin, il n'y aura pas peur du tout. En fait, exactement, je suis d'accord. Il y a ce côté-là. Et ce que je trouve très fort, c'est que on va dire oui, mais bon, au Heat, pure équipe autour de lui. C'est vrai, ça joue très bien autour de lui. C'est une équipe qui... aussi, si c'était une super équipe. Mais en fait, exactement, je veux dire, le mec a 28 minutes par match. Ouais. C'est-à-dire qu'Eric Spoelstra, Jimmy Butler, tous ces gars et tout, quand ils ont vu le type arriver, ils ont eu 3 mois, ils ont fait, il est dans l'équipe, c'est cool, tu vois. Et il a 28 minutes par match. Ouais. Il y a des matchs récents de Jaime Jaquez, là, à qui il a fait des misères. Aux Hornets de Brandon Miller, hein, il a été très déterminant en sortie de banc. Puis c'était un peu avant, c'était qui ? C'est Indiana. J'ai adoré le match qui se fait à Indiana. Il sort du banc. Il passe une trentaine de minutes sur le terrain. Non, franchement, ouais, c'est super joueur. C'est Miami qui confirme un comme d'hab, hein, vraiment sur ses choix de draft. Moi, je suis épaté. Ils ont fait le pari de prendre un joueur un peu plus vieux. On avait vu un peu par le passé là, les Chris Duarte du côté de, qui a été pris par Indiana et ensuite qui a été envoyé à Sacramento. Mais ces joueurs qui ont un peu moins le côté 19 piges et potentiel. Tu sens que Jaime Jaquez, il a un peu de potentiel, mais tu sens le type de joueur que ça peut être. Tu parlais de son temps de jeu, il profite vachement de ce turnover énorme en fait à Miami en ce moment où j'ai sorti la stat l'autre jour. Eric Spoelstra est à 14, 5 majeurs différents. Miami, un jour, il faudra qu'on se questionne sur leur infirmerie aussi. Hein. Ouais, parce qu'on se fout de la gueule des Pélicans, mais à Miami, c'est énorme. J'ai l'impression qu'est-ce que c'est que ce bazar. Hein. Ils ont en tout cas eu un nombre de line-up extraordinairement différent et lui est tout de suite rentré dans le système de Spoelstra. Donc on va voir quand tout le monde sera au complet, quand tout le groupe sera au complet et tout le monde sera là côté Miami, parce que ces 28 minutes elles sont aussi dues à certaines absences, hein. On voit là des 5 majeurs là, du Heat là, moi ils me font marrer, hein. Quand le compte Twitter du Heat envoie le 5 majeur, tu sais, le starting line-up avant chaque match, c'est où est Charlie, hein. On sait plus qui est quelle tête. Parfois t'as Orlando Robinson, t'es obligé de dégainer Basketball Référence pour vérifier à quel poste joue le mec, tu sais pas, t'as l'impression que c'est des avatars les trucs, tu sais pas si c'est Uday Smith, Jaime Jaquez, Orlando, ensuite il y a eu d'autres garçons qui sont venus, donc non, il est 3e et on est d'accord tous les deux. Donc en fait on va avoir les 3 mêmes joueurs, mais est-ce qu'on va avoir le même ordre de podium ? Je montre ici le top 6 avec donc Jaime Jaquez qui est là. Nous sommes au moment fatidique. Dis-moi. On sait très bien qui sont les 2 joueurs qui sont aux places 1 et 2, mais on ne sait pas encore qui on a mis en 1 et 2. Ce sont donc Victor Wembanyama et Chet Holmgren. Avant de te lancer, évidemment, dites-nous vous, qui, au bout de 20-25 matchs, donc, vous avez en leader de la course au rookie de l'année. Alex, je te pose la question, si aujourd'hui tu devais voter, qui serait ton rookie de l'année ? Ah oui, donc le mec que je mets en 1 aujourd'hui, on est d'accord, hein ? Wembanyama. On est d'accord. Alors... putain, ça fait 2 fois que tu me on a le même podium. Mais alors, attends, parce que là, du coup, moi, je vois les fans du Thunder qui viennent de fermer l'onglet et la fenêtre, etc. Oui. Qu'est-ce qui fait... Vas-y, qu'est-ce qui fait comment tu as procédé pour te dire non, mais quand même, là, avec Bastien, je suis obligé face caméra de mettre Wemby en 1. On a fait la vidéo là des joueurs de moins de 25 ans. Moi, j'ai mis les 2, Wembanyama et Chet Holmgren dans mes 10, genre en 8 et 9 ou un truc comme ça. Et en fait, là, je pense que si on faisait cette vidéo il y a 2 semaines, j'étais peut-être encore sur un Chet Holmgren. Mais en fait, il faudrait pas qu'on mélange 2 choses, c'est-à-dire le marasme absolument dégueulasse qui s'appelle les San Antonio Spurs en ce moment, et Victor Wembanyama. Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait,
j'ai décorrélé quand même assez largement le fait de gagner collectivement et d'être rookie de l'année. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'on demande aux rookies et par définition, a priori, tu te fais drafter dans des équipes pas terribles. D'ailleurs, Chet Holmgren, il améliore grandement un Thunder, mais qui était une équipe qui avait déjà fait quand même une vraie progression sérieuse et tout. Chet Holmgren n'est pas arrivé dans une équipe de merde, il est arrivé dans une équipe où d'ailleurs c'est pas lui le meilleur joueur. Il y a un joueur qui est candidat pour un autre trophée, une autre course que nous allons faire à un autre moment. Un peu plus tard. Avec 3 lettres également, comme dans le ROY là, mais voilà. Bref, on verra ça plus tard. Voilà, donc premier point qui a joué en faveur de Victor pour moi, c'est que finalement, quand tu mets côte à côte les deux lignes de stats, oui, déjà ici. Bon, Chet Holmgren est plus adroit, hein. Voilà. Mais ça, sinon, c'est sûr. Mais sinon Victor Wembanyama a des meilleures stats en fait. Oui, c'est indéniable. Quand même. Bah oui. En fait, aujourd'hui, Chet Holmgren est un excellent défenseur. Mais Victor Wembanyama est le meilleur contreur de la ligue. Ouais. Non mais attends, c'est le meilleur contreur de la ligue. Je crois qu'il y a peut-être Brook Lopez qui contre autant. Peut-être Brook Lopez. Mais il est podium en fermant les yeux, en fait. Rien que déjà Wemby, là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est là, en fait, chez les contreurs. Il est là chez les défenseurs. J'avais des doutes sur le côté rebond. Je me disais, il va se faire bouger, il va être saoulé. Bon, non. Victor, il a enchaîné plusieurs matchs où je me suis dit, waouh. En fait, il est capable d'utiliser sa taille. Voilà, il est démesuré pour aller faire 20 rebonds, pour aller faire 13 rebonds et 30 points avec 6 contres, alors qu'il y a Anthony fucking Davis dans la raquette. Tu peux répéter Anthony Davis, son début de saison, non, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez de son début de saison. Et on va en reparler dans une autre conversation qui est en 4 lettres avec Anthony Davis. Mais là, comme tu viens de le dire, non. Ce que fait Wemby, notamment face à AD, en fait, là où je te suis, pour ajouter un petit peu sur ce que tu viens de dire, qui est très vrai, tout le débat va nous suivre tout au long de cette saison, et moi je le trouve fantastique, parce que tous les soirs, en fait, tu as des bêtes de performance de la part des uns et des autres, et Chet est d'une propreté absolue. D'ailleurs, on a ressorti sur les réseaux sociaux le fait qu'il y a 2 ans, il annonçait qu'il allait, selon lui, rejoindre le club des joueurs en 50, 40, 90. Chet Holmgren, c'est tout à fait envisageable. Enfin, je veux dire, il peut. Il n'y a pas de problème sur le petit sample qu'on a là, il est extraordinaire. Défensivement, comme tu l'as dit, il est trop bien. En termes de joueurs de complément d'un Shai Gilgeous-Alexander et en termes de valuable, ce qui se passe avec OKC quand Chet Holmgren est sur le terrain, c'est incroyable. Et quand il n'est pas sur le terrain, c'est incroyable aussi. Tu sais déjà à quel point le Thunder est meilleur quand Chet Holmgren est là. Par contre, la course, c'est la course au rookie de l'année. Ça veut dire quel est le meilleur rookie là, au moment où on parle. C'est Victor Wembanyama versus Chet Holmgren. Holmgren est incroyable. Wemby est légendaire. Quand on a fait les previews ensemble, la grosse question autour des Spurs, c'était de savoir quelles étaient les attentes réalistes. Est-ce que tu veux que tu vois de quoi je parle, les attentes On avait parlé des 3 contres, je crois. Attends, on va même aller plus loin. Mais en rebond et en faire. point, moi j'étais en dessous. Il y a une séquence extraordinaire où moi je dis, je sais pas, je pense qu'on pourrait être à 19 points, 10 rebonds et 3 contres. Et toi, de toute évidence et logique, tu dis, ah ouais d'accord, Patrick Ewing. C'est mot pour mot ce que tu dis. Wemby, il y est. Il y a 19 points. J'ai l'impression que déjà, il y a des gens qui s'amusent, et je peux comprendre parce que les tirs et les choix de tirs sont compliqués, on en a parlé tout au long de la saison, jusqu'ici. Mais il y a des gens qui s'amusent à dire « Ouais, quand même, il est moins bon que prévu, etc. » Pardon. Genre, pardon. Là, dans ce bordel de San Antonio, Wemby, il est quasiment à 20 points, 10 rebonds, 3 contre. 10 presque 11. Hein. 10 presque 11. Il y a 20 points, 10 rebonds, 3 contre. Il y a 3 passes décisives, 1 interception. Et en fait, la seule interrogation maintenant, c'est de savoir s'il va prendre des meilleurs shoots. Mais, enfin, je veux dire, Wemby est dans le top 50 des meilleurs marqueurs de la NBA. Là. De quoi on parle? Et c'est pas pour dire que du coup l'écart est immense avec Chet Holmgren, parce que Chet non, Holmgren, mais il est là en fait, il y a un écart. Ouais. Et notamment il y a un autre écart, c'est que Wemby il a 2 ans de moins en plus. Alors moi j'avoue que ça j'entends. Non mais ça veut dire je l'ai pas rentré moi que ça comme critère, mais j'entends ce que tu veux dire. Non, en fait critère, je voulais dire dans le sens où léger avantage au départ sur la ligne de départ pour Chet Holmgren, qui même s'il était blessé a déjà passé une année dans un groupe NBA. Bien sûr. Ah ben indéniable.
Et il est plus âgé que Paolo Banchero, je crois, Chet Holmgren. Donc, en fait, Chet Holmgren, tu l'as très bien dit, excellent joueur qui va, à mon avis, s'il se blesse pas, c'est un peu comme Wemby, faire une très très belle carrière. Mais aujourd'hui, pour moi, rookie de l'année, c'est Wemby. Putain, on a le même classement, dis donc. On a le même, je le remonte en effet. C'est pas si souvent. Hein. C'est pas si souvent. On a Jaime en 3, Chet Holmgren en 2 et Victor Wembanyama en 1. Moi, je veux bien les avis évidemment des fans du Thunder. Et au-delà de #clubisme, n'hésitez pas à regarder les grosses questions qu'on a pu faire en début de saison. Parfois des déceptions qu'il peut y avoir de ne pas avoir mis Chet Holmgren en 1 ou de ne pas l'avoir en 1 tout simplement. Moi, je veux bien les arguments un petit peu des gens qui ont mis Chet Holmgren en 1 parce que je peux entendre le bilan désastreux des Spurs. Je peux entendre le côté désolé, mais c'est un rookie incroyable, Chet Holmgren, qui est d'une propreté absolue dans une équipe qui cartonne, c'est réel. Mais en plus, comme tu l'as dit en tout début, j'ai l'impression que ce ne sont pas du tout historiquement les critères qui sont pris en compte, les victoires. C'est-à-dire qu'on cherche le meilleur rookie, point barre. Et en fait, là, Wemby, moi, je sais pas si on peut faire ce jeu de tu remplaces l'un par l'autre dans la même situation, non, parce que ça, c'est compliqué. Moi, j'aime pas trop. Non. Mais j'ai entendu des gens le dire et je les laisserai débattre de ça parce que moi c'est pas ma cam. Tu sais le côté tu mets Chet Holmgren tout seul avec Keldon Johnson et tu mets Wemby avec Shai, avec Lou Dort et tout bien sûr bien sûr c'est différent. Mais on a le même top 3. Tiens, intéressant. Top 3. Pour finir mon cher Alex, je te pose juste une petite question. Dis-moi. On va faire des points évidemment dans la saison, on va observer tout ça. Le petit copain là, sur qui tu... surveillez-le, attention. Il y a lui là qui est pas forcément trop dans la discussion. Cette espèce de Scottie Barnes, comme j'ai dit il y a 2 ans là. On n'arrêtait pas de dire Franz Wagner, Evan Mobley. Mais il y en a un là sur la deuxième partie de saison, tu fais lui à surveiller parce qu'il va remonter très fort. Qui peut dès cette année peut remonter très fort. Ouais. Je pense qu'il faut pas sous-estimer Derek Lively. Ouais. Je pense qu'en fait les Mavs ils ont un vrai pivot. On a pas assez parlé de les Mavs. Les Mavs c'est une équipe compétitive à l'Ouest. Le pivot c'est un rookie quoi. Ouais. Non, c'est méchant. Il est très méchant. Je vais surveiller... Qui je vais surveiller? Bon, évidemment, je vais surveiller Bilal. Non, sinon, moi, je vais surtout surveiller les garçons qui n'ont pas encore trop pu prouver, quoi. J'aimerais bien qu'on évite de se ramener à la fin de saison et de se dire Amen Thompson et Jarras Walker ont joué 37 matchs à 2, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair qu'on aimerait bien éviter. Ça, j'aimerais bien. Dites-nous, vous, qui est sur votre podium, évidemment, du rookie de l'année. On vous le remonte une dernière fois. Wemby, numéro 1 au moment où on parle, à la mi-décembre. Chet Holmgren, juste derrière, en 2. Est-ce que vous avez inversé ses places? Et Jaime, 2, évidemment, la hit culture, qui est en 3e position. On vous fait des bisous. Et si je dis pas de bêtises, en fait, on va se retrouver demain pour un autre trophée, c'est ça? Ouais, ça enchaîne. On va faire un truc comme ça? Ok. Eh ben, on fait des gros bisous. À la prochaine. Ciao.